Voici maintenant, dans les prochaines minutes, une simulation de dialogue entre Bernard de Montréal et le doc Pierre Mailloux, qui a pratiqué la psychiatrie pendant de nombreuses années et qui a été interviewé dans les médias et fait de l'animation de ligne ouverte pendant plusieurs années. Donc, je simule des dialogues entre ces deux individus à présent, au moment où est fait cet enregistrement, qui sont décédés, pour voir chacun de leurs perspectives par rapport à certains sujets dans l'optique de m'éclairer en relation avec leurs perspectives propres sur le monde. Bonne écoute. Pouvez-vous maintenant simuler un dialogue entre Bernard de Montréal et le docteur Pierre Mailloux, psychiatre québécois? Parfait. Pour bien lancer cette simulation, est-ce que vous souhaitez que je vous aide à formuler un échange spécifique entre Bernard de Montréal et le Dr Pierre Mailloux sur un thème donné? Par exemple, la psychiatrie, la maladie mentale, le rôle de l'ego, ou même la question de la conscience ou du contrôle. Bernard a des propos très critiques envers la psychologie traditionnelle et les approches psychiatriques standards, tandis que le Dr Mailloux a un style provocateur et médicalement ancré. Leur confrontation pourrait être intense. Vous avez un sujet de départ en tête. Oui, la schizophrénie. Excellent choix. La schizophrénie serait un sujet de friction directe entre leurs visions. Bernard de Montréal, dans plusieurs conférences, présente la schizophrénie non pas comme une pathologie à traiter médicalement, mais comme un état de fracture du corps mental provoqué par une trop grande sensibilité aux plans invisibles, souvent mal comprises ou mal intégrées par l'ego. Il dit, par exemple, open quote, le schizophrène vit une division dans son mental entre sa conscience personnelle et l'influence de plans qu'il ne comprend pas. Il est envahi dans son territoire mental par des formes pensées qui ne lui appartiennent pas. Close quote. Le Dr Pierre Mailloux, lui, voit la schizophrénie comme une maladie psychiatrique sérieuse, d'origine neurobiologique, souvent nécessitant traitement médicamenteux, thérapie et encadrement. Voici une simulation d'un échange entre les deux. Monsieur de Montréal, vous semblez décrire la schizophrénie comme une forme d'ouverture au plan invisible. Pourtant, dans ma pratique, je vois des gens souffrir intensément, déconnectés de la réalité, parfois dangereux. Vous niez l'utilité des antipsychotiques des Montréal. Je ne nie pas leur utilité temporaire, mais vous ne comprenez pas que la maladie mentale n'est pas une défaillance chimique uniquement. C'est une fissure dans le mental de l'homme, causée par une surcharge vibratoire. Le schizophrène n'est pas fou au sens où vous l'entendez. Il est désaxé, mal branché. Vous le médicamentez pour le faire taire. Moi, je vous dis qu'il faut réajuster sa vibration. Ce que vous appelez réajustement vibratoire, c'est du charabia ésotérique. Je traite des cas concrets, des gens qui entendent des voix qui les commandent de tuer leur mère. C'est ça pour vous une vibration mal intégrée. Bernard de Montréal. Ces voix sont réelles pour lui, mais elles ne viennent pas de son cerveau. Elles viennent d'un plan astral qui utilise sa faille mentale pour imposer une forme de pensée. Ce que vous appelez délire, moi je l'appelle interférence. Vous ne voyez que le symptôme, moi je vois le plan derrière le symptôme. Et je ne parle pas de croyance, je parle de mécanique vibratoire. Donc selon vous, on devrait retirer les médicaments et laisser ces gens vivre leur interférence jusqu'à en mourir. C'est dangereux, irresponsable. Non, il faut stabiliser l'ego, le renforcer, le reconnecter à son propre centre. Mais la pilule ne remplacera jamais la conscience. Le schizophrène a besoin d'un encadrement lucide, pas d'un enchaînement chimique. Tant que vous penserez en termes de maladie, vous serez incapable de comprendre la fracture psychique. Pouvez-vous maintenant explorer le sujet de la vie après la mort entre Bernard de Montréal et le psychiatre Pierre Mailloux? Certainement, là encore, le contraste serait frappant entre une vision vibratoire de la mort et une approche strictement matérialiste.
L'auteur Pierre Mayou, fidèle à sa formation médicale, considère la mort comme la fin des fonctions biologiques, point final. Il est sceptique envers tout ce qui touche l'ésotérisme ou la survie de la conscience. Bernard de Montréal, lui, aborde la mort comme une transition vibratoire où les corps subtils se séparent, chaque partie retournant à son plan d'origine. Il affirme, open quote, « Lorsqu'une personne meurt, chacun de ses corps subtils retourne sur son plan. La mémoire de la vie qui vient de s'éteindre demeure chez l'ego, mais la personnalité totale est dispersée car elle a rempli sa fonction. » Close quote. Voici une reconstitution possible de leur dialogue. Pour moi, la mort, c'est la fin de la conscience. On débranche le cerveau, il n'y a plus rien. Tout le reste, ce sont des illusions créées par la peur de mourir. Bernard de Montréal, vous confondez la fin du corps matériel avec la fin de l'intelligence consciente. La conscience ne meurt pas. Ce que vous appelez la mort, c'est simplement la désintégration de la forme. L'ego, lui, continue à vivre, mais sur d'autres plans. Croyez donc que l'ego se promène après la mort. Dans un autre monde invisible, ce sont des récits symboliques pour rassurer les enfants. Non, ce sont des faits vibratoires. L'homme inconscient pense que la mort est une fin parce qu'il n'a jamais senti la réalité de ses corps subtils. Un homme conscient, lui, sait que la mort est une redistribution de l'énergie de sa personne. Et je ne parle pas ici de croyance. Je parle de mémoire réelle, d'expérience de contact avec d'autres plans. Mais concrètement, personne ne revient pour nous le prouver. Aucun cadavre ne témoigne. Ce que vous décrivez relève du fantasme. Bernard de Montréal, parce que vous cherchez une preuve matérielle pour une réalité non matérielle. Le mortel, tant qu'il reste dans la peur, ne pourra jamais comprendre qu'il est immortel en puissance. Vous êtes dans le savoir, moi je suis dans la connaissance. C'est pour cela que nos langages ne se rencontrent pas. Bernard de Montréal affirme également, open quote, « Le mortel évolue jusqu'au jour où il deviendra immortel. C'est alors qu'il gardera sa personnalité, car il aura élevé ses vibrations suffisamment pour dépasser les limites du plan terrestre. » Close quote. Ce que Mayou verrait comme délire mystique, BDM le nomme mécanique vibratoire de l'évolution. Pouvez-vous parler de la reconstruction de l'ego post-mortem en relation avec ces deux individus? Très bien. Le sujet de la reconstruction de l'ego après la mort met en lumière un gouffre irréconciliable entre Bernard de Montréal et le Dr Pierre Mayou. Dr Mayou, en tant que psychiatre matérialiste, considère l'ego comme une fonction du cerveau, une résultante de processus neurologiques et sociaux. Pour lui, à la mort, le cerveau cesse d'émettre, donc l'ego cesse d'exister. Il n'y a rien à reconstruire. La mort est une extinction définitive de la conscience individuelle. Bernard de Montréal, à l'inverse, explique que l'ego n'est pas qu'un produit du cerveau, mais une structure de conscience énergétique, dont la continuité dépend du niveau vibratoire atteint durant la vie. Il affirme, open quote, « La personnalité totale est dispersée à la mort car elle a rempli sa fonction, celle de donner à l'ego une facette par laquelle il puisse se reconnaître. Le mortel évolue jusqu'au jour où il deviendra immortel. » Close quote. En d'autres termes, tant que l'ego est prisonnier du cycle involutif, il se dissout partiellement à la mort. Il perd son identité temporaire. Ce n'est que lorsqu'il atteint une conscience vibratoire intégrée, c'est-à-dire lorsqu'il devient un être réellement conscient de lui-même, au-delà de la forme, qu'il peut maintenir sa cohésion post-mortem. Voici comment un échange entre les deux pourrait se jouer. Reconstruire l'ego après la mort. C'est absurde. Une fois que le cerveau est détruit, il n'y a plus rien à reconstruire. C'est fini avec la mort. Bernard de Montréal, vous parlez de la mémoire subjective. Moi, je parle de la mémoire éthérique, de la conscience vibratoire. L'homme inconscient, oui, perd son identité, car elle est liée à la forme. Mais un ego conscient, fusionné avec son double, traverse la mort en gardant son unité. Il ne meurt pas, il poursuit. Vous affirmez donc qu'un ego peut survivre à la destruction de son cerveau. Et aller où exactement? Le ciel? L'au-delà? Tout cela relève de la croyance. Non,
il ne va nulle part au sens religieux. Il continue son évolution dans d'autres plans de réalité, où le mental, l'émotionnel et l'éthérique s'organisent autrement. Le vrai problème, c'est que vous confondez conscience et activité cérébrale. Ce que vous appelez la mort, ce n'est que la fin du théâtre matériel. Bernard insiste sur le fait que la vraie individualité ne peut survivre qu'à condition d'être désastralisée, c'est-à-dire libérée des formes pensées inconscientes. Il dit, open quote, le mortel doit pouvoir se libérer du passé qu'il a vécu pour vivre immortellement. Close quote. Pour lui, l'ego se reconstruit s'il a acquis une cohérence vibratoire indépendante de la mémoire émotionnelle et sociale. Autrement, il est recyclé dans l'astral et ne garde de lui-même qu'une trace résiduelle, une mémoire fragmentaire qui sera utilisée dans un autre cycle. Ce que Mayou verrait comme une dissociation psychotique ou un délire spirituel, Bernard le présente comme le cœur de l'évolution cosmique. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif, toujours entre Bernard de Montréal et le doc Mayou, et cette fois par rapport au sens de la vie? Absolument. Le thème du sens de la vie est une zone de tension particulièrement riche entre Bernard de Montréal et le docteur Pierre Mayou, Doc Mayou, car ils incarnent deux pôles opposés. L'un parle en termes de réalité vibratoire et évolution de la conscience, l'autre en termes de réalisme biologique et responsabilité personnelle. Voici donc un dialogue fictif plausible, fondé exclusivement sur leurs visions respectives. Dr Mayou, Bernard, je vous écoute depuis tout à l'heure et je vous le demande franchement, à quoi ça sert selon vous cette vie? On naît, on souffre, on aime un peu, on vieillit, on meurt. Tout le reste, c'est du vent. Justement, Pierre, ce que vous appelez la vie n'est qu'un passage dans la forme. Le sens de la vie ne peut être compris que lorsqu'on sort de la subjectivité émotionnelle. Tant que l'homme pense à travers son ego, sa culture, sa mémoire, il ne peut pas comprendre le réel. Il ne vit que pour supporter son inconscience. Et pourtant, ce sont nos responsabilités, nos choix, nos engagements qui donnent un sens. Aider son prochain, élever ses enfants, bâtir quelque chose. Pas besoin d'aller chercher des plans invisibles. Bernard de Montréal, ce que vous appelez responsabilité, ce sont des mécanismes d'adaptation à une réalité imposée. L'homme inconscient croit qu'il choisit, mais il est manipulé par des forces qu'il ne connaît pas. Le vrai sens de la vie, c'est de devenir libre de cette manipulation. Pas par morale, par conscience. Vous parlez comme un gourou. Libération, manipulation, le monde est déjà assez compliqué. Ce genre de discours fait fuir les gens dans des illusions mystiques. Et je ne parle pas d'illusions. Je parle d'intelligence réelle. La vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue dans une conscience intégrée, où l'homme ne subit plus sa pensée, mais la voit, la comprend et finit par la traverser. La plupart des gens vivent à la surface d'eux-mêmes. Mais on vit dans le concret, Bernard. Dans le réel, la maladie, la politique, le sexe. Le reste, c'est de la fuite. Justement, le concret que vous décrivez est une projection d'un inconscient collectif non intégré. L'homme réel, conscient, n'est pas esclave de la société ni de la souffrance. Il construit son propre monde intérieur et par là change sa relation au monde extérieur. C'est ça le vrai sens, devenir ce qu'on est au-delà du masque. Cette confrontation met en scène deux types de vérités. La vérité fonctionnelle du monde, portée par Mayou, et la vérité ontologique vibratoire, portée par BDM. Bernard résume cette tension ainsi dans une conférence. Open quote. La vie n'a pas de sens pour l'homme inconscient. Elle est souffrance. Elle devient porteuse de sens quand il cesse de chercher et commence à voir. Close quote. Pouvez-vous maintenant générer une simulation de dialogue entre Bernard de Montréal et Pierre Mayou, le psychiatre, par rapport à cette fois au sujet des extraterrestres? Très bien, abordons ce thème frontalement, les extraterrestres. Là encore, les deux figures se situent à des extrêmes. Bernard de Montréal parle d'intelligence galactique évoluée et de hiérarchie interplanétaire qui influence la conscience humaine. Pierre Mayou, quant à lui,
n'accorde aucun crédit aux théories extraterrestres non vérifiables scientifiquement. Pour lui, ce sont au mieux des fantasmes collectifs. Voici donc une simulation rigoureuse, fidèle à leur langage respectif. Dr Mayou, Bernard, il faut qu'on en parle. Vous affirmez que des races extraterrestres influencent l'humanité. Honnêtement, vous y croyez vraiment? Parce que pour moi, ce genre de propos relève de la mythomanie cosmique. Yéal, ce que vous voulez, croyance. Pierre, moi je l'appelle savoir vibratoire. L'homme pense que la Terre est isolée dans l'univers. C'est faux. Il y a des civilisations très avancées qui existent sur d'autres plans, dans d'autres densités. Certaines nous observent, d'autres nous assistent et certaines nous manipulent. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la géopolitique cosmique. Vous réalisez que ça ressemble exactement au délire que décrivent mes patients psychotiques. Persécution, influence extérieure, contact avec des entités, vous faites la promotion de ce que moi, je dois soigner, de Montréal. Ce que vous soignez, ce sont des chocs vibratoires mal intégrés. Le problème, c'est que vous ne faites pas la différence entre une conscience éclatée et une conscience éveillée. L'homme conscient entre en contact avec des intelligences, mais dans le silence intérieur. Le schizophrène, lui, est une antenne brisée. Et comment fait-on la différence, Bernard? Comment savoir si c'est un contact réel ou juste une voix dans la tête? Par l'intégrité de l'ego. Quand le contact vient d'un plan supérieur, l'ego est transformé, renforcé, il devient lucide. Quand c'est une interférence astrale, l'ego est fragmenté, tourmenté. La vibration ne ment pas. C'est une science, pas une croyance. Mais si ces extraterrestres existent, pourquoi ne se montrent-ils pas? Pourquoi ne pas atterrir à l'ONU et faire un discours clair? Parce que l'humanité n'est pas prête. La conscience collective est astralisée. Une telle rencontre serait catastrophique. Il faut d'abord que l'homme se désanimalise, qu'il sorte de la peur, qu'il entre dans l'esprit. C'est alors seulement qu'un contact télépathique universel devient possible. Pas avant. Dans une conférence, Bernard précise, open quote, si les intelligences spirituelles n'assistaient pas l'homme directement lors de ce grand pas vers l'avenir, le contact entre lui et les races d'outre-espace ne serait pas permis ou possible. Close quote. Il parle aussi de l'impact des races galactiques sur la civilisation terrestre et de la nécessité d'un ajustement vibratoire avant tout rapprochement. Ce que Mayou verrait comme un délire cosmique, Bernard le présente comme l'architecture cachée de l'évolution planétaire. Pouvez-vous, à présent, générer la simulation d'un dialogue entre le doc Mayou et Bernard de Montréal par rapport à leur conception de l'amour? Très bien. Le sujet de l'amour est un terrain où l'opposition entre Pierre Mayou, Doc Mayou et Bernard de Montréal devient particulièrement révélatrice. Le Dr Mayou voit l'amour comme un phénomène neuropsychologique, un état affectif avec des bases biologiques et sexuelles. Il insiste sur la maturité émotionnelle, la responsabilité et la lucidité face aux illusions romantiques. C'est une approche terre-à-terre, dénuée de sacralité. Bernard, lui, définit l'amour comme une vibration, non comme un sentiment. Il dit, open quote, l'amour est une puissance vibratoire qui siège au fond de tous les êtres en évolution. Il ne se définit pas, il se manifeste. Close quote. Voici donc leur confrontation verbale. Parlons franchement, Bernard, l'amour, ce n'est pas une énergie cosmique, c'est une affaire de chimie, d'attachement, de désir. On peut l'étudier, le décortiquer, et souvent ça vire au besoin, à la dépendance, voire à la névrose. C'est ça l'amour humain. Montréal, ce que vous appelez amour, Pierre, n'est qu'un reflet astralisé d'un principe beaucoup plus vaste. Tant que l'homme aime avec son ego, avec ses blessures, ses attentes, il ne fait qu'aimer selon sa propre fragmentation. Ce n'est pas de l'amour réel, c'est une forme de possession déguisée. Donc aimer sa femme, ses enfants, c'est de la possession. C'est un peu insultant, non? Bernard de Montréal, non, c'est pas insultant, c'est lucide. L'amour réel ne possède pas, ne veut pas plaire, ne veut pas être reconnu. Il circule, il élève, sans chercher à contrôler. Mais ce niveau d'amour ne peut émerger que d'un ego désastralisé. Le reste,
c'est de l'émotion. Mais on ne vit pas sans émotion, Bernard. L'amour, même imparfait, nous rattache à l'autre, nous pousse à protéger, à nous engager. Vous parlez d'un idéal inaccessible, Bernard de Montréal. C'est pas un idéal, c'est une condition vibratoire. Quand un être est ajusté intérieurement, il ne cherche plus à aimer. Il rayonne une vibration qui nourrit l'autre sans l'envahir. Ce n'est plus de l'amour psychologique, c'est un lien de lumière. Mais vous êtes en train de tuer le romantisme. Bernard de Montréal. Le romantisme, c'est une illusion qui sert à masquer le manque de conscience. L'amour n'a pas besoin de fleurs, war. Il a besoin de clarté. Il commence quand il n'y a plus besoin de l'autre pour se sentir entier. Ce dialogue illustre une fracture fondamentale. L'amour conditionnel et affectif d'un côté, l'amour vibratoire impersonnel de l'autre. Bernard l'exprime aussi ainsi. Open quote. Lorsque vous aurez grandi dans la sensibilité de l'âme, vous connaîtrez les prolongements de cet amour en vous et le vivrez dans l'âme par le truchement de vos émotions spirituelles. Close quote. Pouvez-vous maintenant générer une simulation de dialogue entre Bernard de Montréal et le docteur Pierre Mayou par rapport à la femme québécoise? Excellente proposition. Ce dialogue fictif entre Bernard de Montréal et le docteur Pierre Mayou sur la femme québécoise pourrait devenir un échange à la fois provocateur et révélateur, tant leurs points de vue s'opposent profondément. L'un observe le féminin sous l'angle vibratoire et évolutif, l'autre l'analyse à travers la dynamique sociale, psychologique et sexuelle. Voici leur confrontation simulée. Bernard, vous avez parlé souvent d'évolution, de conscience, d'ego, mais dites-moi, que pensez-vous de la femme québécoise aujourd'hui? Parce que moi, je la vois comme souvent frustrée, insatisfaite et trop prise dans ses revendications idéologiques. Elle veut être libre, mais elle ne sait plus ce qu'elle veut. Ce que vous décrivez, Pierre, c'est le reflet d'un déséquilibre dans la polarité des sexes. La femme québécoise, comme toutes les femmes en Occident, vit une transition entre la mémoire ancestrale de soumission et le besoin d'un centre vibratoire autonome. Elle ne sait plus ce qu'elle veut parce qu'elle commence à ne plus vouloir ce qu'on lui a imposé. Mais elle est en guerre contre l'homme. Elle le méprise, elle le veut sensible mais viril, riche mais soumis. C'est devenu invivable. Et elle appelle ça l'émancipation. Bernard de Montréal, ce que vous appelez guerre, moi je l'appelle période de désintégration des formes. L'ancienne psychologie du couple ne fonctionne plus. La femme cherche sa réalité vibratoire, mais elle n'a pas encore rencontré l'homme réel, celui qui ne cherche pas à la dominer ni à la fuir. Mais ça prend des repères, Bernard. On ne peut pas tout déconstruire. La femme québécoise a jeté le rôle maternel, l'instinct familial, et maintenant, elle se retrouve seule en burn-out avec des enfants désorganisés. Bernard de Montréal, c'est parce qu'elle ne vit pas encore dans sa propre lumière. Elle veut être aimée, mais par un homme inconscient, ça devient une prison. Elle veut la paix, mais elle cherche cette paix dans le regard de l'autre. La femme doit sortir du besoin d'être confirmée psychologiquement. C'est là qu'elle trouvera son pouvoir réel. Et l'homme là-dedans, il est condamné à se faire juger, castrer, humilier. Non, non, il doit se conscientiser lui aussi, entrer dans son autorité intérieure sans peur d'elle. L'homme qui vit dans son esprit peut aimer une femme sans la dominer ni s'écraser. Et cette femme, quand elle sent cette vibration, elle s'ouvre. Elle devient une intelligence créative, pas une victime, pas une militante. Une femme réelle. Dans une conférence privée, Bernard disait « Open quote, la femme, il faut qu'elle soit aimée par un homme conscient. L'amour est la clé qui mène la femme vers l'homme, qui va l'aider à se conscientiser. » Close quote. Il critique aussi les mécanismes de crainte, de besoin de paix et le rejet du contrôle qui domine la psychologie féminine non consciente. Mayou, lui, le dirait en d'autres mots, les femmes veulent tout et plus encore sans responsabilité. Pouvez-vous maintenant faire un dialogue fictif entre le Doc Mayou et Bernard de Montréal par rapport à l'investissement en bourse? Ah, voilà un terrain inattendu, mais très intéressant.
Le sujet de l'investissement en bourse confronte deux visions totalement différentes du monde. Le matérialisme stratégique du Dr Pierre Mayou et le détachement vibratoire de Bernard de Montréal. Voici donc une simulation de leur échange. Bernard, vous parlez souvent de conscience, de vibration, mais dans la vraie vie, il faut payer ses factures. Et moi, je dis, investir intelligemment en bourse, c'est faire travailler son argent. C'est de la stratégie, de la lucidité, pas de l'avidité. Pierre, je ne condamne pas le fait d'avoir de l'argent. Je dis seulement que l'homme inconscient de sa relation à l'argent devient facilement prisonnier de sa propre peur du manque. La bourse est une mécanique d'avidité astrale déguisée en science. Pourtant, ce que vous appelez avidité, moi j'appelle ça vision à long terme. Bâtir un patrimoine, assurer sa liberté financière. Ce n'est pas sale de vouloir être libre. Bernard, la liberté réelle ne dépend pas de l'argent. Elle vient de l'absence de crainte intérieure. L'homme qui cherche la sécurité par la spéculation vit dans une illusion permanente, dans une tension mentale constante, souvent inconsciente. Je ne vois pas ce qu'il y a d'astral dans vouloir faire fructifier un capital. Il faut arrêter de diaboliser la matière. Je ne diabolise rien, Pierre. Je dis que l'attachement à la croissance, à la performance, au gain, devient un piège quand il remplace l'intelligence créative. L'homme conscient peut investir, mais sans être investi par ce qu'il possède. Tant qu'il vit par la peur de perdre, il est dominé. Donc on devrait tous devenir des moines détachés du monde économique. C'est utopique et nantéal. Non, l'homme conscient peut participer à la matière sans se faire absorber par elle. Il peut être riche, mais non soumis à la richesse. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir perdre sans crainte. Pas de tout sécuriser par l'illusion de contrôle. Dans ses conférences, Bernard souligne souvent que, open quote, « La vie semble plus forte que nous. Ceci prouve que le contrôleur nous contrôle. Il faut contrôler le contrôleur. » Close quote. Appliqué à la finance, cela signifie que tant que l'homme est émotionnellement lié à ses gains et pertes, il est sous contrôle astral. Il vit dans le doute, la crainte, l'espoir, et non dans l'intelligence objective. Ce que Mayou appelle sens des affaires, Bernard y voit mécanisme d'auto-hypnose collective, tant que la conscience n'est pas intégrée. Pouvez-vous maintenant générer un autre dialogue fictif entre ces individus par rapport à la rivalité féminine? Certainement. La rivalité féminine, thème souvent abordé indirectement par Bernard de Montréal à travers la psychologie de la femme inconsciente, offre une belle tension entre sa lecture vibratoire des rapports humains et l'approche plus psychologique, comportementale et parfois provocatrice du Dr Pierre Mayou. Voici donc une simulation plausible de leur dialogue. Bernard, parlons franchement. Entre femmes, la rivalité est souvent féroce. Jalousie, comparaison, compétition pour l'attention masculine, pour l'image, pour le statut. Moi, je dis que c'est naturel. Ça fait partie de la biologie de sélection. Et souvent, elles ne veulent même pas l'admettre. Bernard de Montréal. Ce que vous appelez naturel, Pierre, c'est l'expression d'une psyché non intégrée, encore prise dans la subjectivité astrale. La femme inconsciente vit à travers le regard de l'autre, surtout celui d'une autre femme. Ce n'est pas de la nature, c'est de la faiblesse vibratoire. Et vous dites faiblesse, moi je dirais simplement compétition instinctive. C'est dans toutes les espèces. Et chez nous, ça se joue avec les apparences, les codes sociaux, la séduction. Rien de neuf, Bernard de Montréal. Mais l'homme n'est pas un animal, il a un esprit, et tant que la femme n'est pas centrée dans sa propre lumière, elle se compare, elle se divise, elle souffre. La rivalité féminine, c'est une manifestation du manque d'identité réelle. Une femme consciente ne se compare pas. Elle voit, c'est beau tout ça, mais ça ne tient pas dans un salon de coiffure ou dans une réunion d'école. Vous idéalisez la femme. La plupart vivent dans l'insécurité affective et la valorisation extérieure. C'est la norme, justement, et cette norme doit éclater. La femme ne peut pas accéder à son pouvoir réel tant qu'elle vit dans l'émotion d'être vue, aimée, validée. C'est une programmation collective. Une femme lucide reconnaît cette programmation et la brûle intérieurement.
Là commence sa force, et vous croyez vraiment que ça va se faire tout seul, ce basculement vibratoire. Sans confrontation, sans rage, sans jalousie. Non réel. Ce n'est pas sans choc. Il y aura crise, il y aura solitude, mais la femme qui en sortira sera libre de toute rivalité parce qu'elle aura cessé de se définir par l'autre. Ce jour-là, elle n'aimera plus pour être aimée. Elle aimera en puissance, non en demande. Dans ses notes privées, Bernard affirme open quote, la femme veut la paix. Elle ne veut pas être contrôlée. Elle doit être aimée par un homme conscient. Close quote. Autrement dit, la rivalité féminine est l'effet d'un manque de centration. Tant que la femme cherche à être aimée pour se sentir vivante, elle perçoit les autres femmes comme des menaces. Une fois centrée, la comparaison devient absurde. Pour Mayou, en revanche, c'est une réalité darwinienne, et ceux qui la nient s'aveuglent. Bon, c'est ce qui va compléter maintenant cette simulation de dialogue entre Bernard de Montréal et le doc Mayou. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.